À l'origine, il n'y avait absolument rien, mais rien qui me prédestinait à travailler la terre et à me lancer dans ce genre d'entreprise. Du vin aux portes de Bruxelles. Un podcast d'Audrey Hanson, une production Little Tower. Bonjour, je m'appelle Laurent Demarque et je suis vigneron à Bercel. La vie est faite de rencontres de gens et rencontres d'endroits. Et de fil en aiguille, ma femme et moi, on s'est retrouvés avec, sur les bras, un domaine à 500 mètres de Bruxelles de 6 hectares. Et les gens qui viennent ici sont chaque fois surpris de découvrir cet endroit parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Il y avait des prés avec des vaches, des terres en jachère, des moutons, des vergers, un champ de maïs. Il faut en faire quelque chose parce que c'est tout à fait exceptionnel. À 2 pas de la capitale, ce petit écrin de verdure avec un ruisseau qui va vers la Seine, qui est boisé, etc. J'ai commencé à m'en occuper et puis j'ai vite été confronté à la réalité de la situation. Et un matin, je suis descendu ici la rue qui donne une vue sur les parcelles, sur le domaine vers la Seine. Et on avait planté des petits arbres alignés. Et en descendant, je me suis dit, mais on dirait des vignes. Et là, je me suis dit, voilà, bingo, c'est ça qu'il faut faire. On va travailler sur ce domaine qui n'est pas que viticole, parce qu'il y a des abeilles, parce qu'il y a des vergers. On fait des jus de pommes, j'ai fait une récolte de 3 tonnes l'année dernière qui était excellente, et on entend encore probablement diversifier les activités ici. Mais l'objectif est de ne pas laisser cet endroit mort, ou en jachère, ou voilà. Donc on essaye de redonner toute une vitalité à cet endroit, mais c'est vrai que la première inspiration, ça a été sur la vigne. Alors, je me suis intéressé à savoir si c'était possible de faire du vin en Belgique, puisque c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, quand on mettait du vin belge à table, les gens, ah bon, du vin belge, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas bon, etc. Bon, maintenant, ils commencent à attraper ces lettres de noblesse. Beaucoup de domaines ont eu des prix, ça se commercialise à l'extérieur. Il y a beaucoup de mouvements. Mais donc, d'abord, savoir, est-ce que le vin en Belgique, ça marche ? Ben oui, visiblement, ça marche. Il y a moyen. C'est bien beau d'avoir cette idée. Après, comment on fait ? Je ne connais pas du tout le milieu, je ne connais pas du tout le mode de fonctionnement, je ne connais pas les gens, je ne connais pas la technique. Donc, comment je réponds à ça ? Par la formation, j'en ai fait 2, et puis je plonge dans le bain. Je vais voir les gens, je discute avec eux, et je commence à établir des réseaux relationnels. J'ai fait appel à des entreprises équipées et compétentes pour retourner un terrain, mettre un drain et planter 1 millier de piquets métalliques et mettre les câbles sur 60 mètres, sur 75 mètres. Donc voilà, ça, c'est évidemment pas moi qui l'ai fait, donc je ne peux pas vous parler de la difficulté de l'opération. La première année n'est pas très compliquée. Les plants sont jeunes, ils ne sont pas exubérants. Ils poussent, mais c'est tout à fait maîtrisable. Ça ne demande pas un très grand investissement. Quand je parle d'investissement, je parle en termes de temps. La deuxième année, elle m'a permis de pouvoir faire une première micro-vendange de test, parce que je veux quand même bien savoir à quoi j'ai affaire avant de savoir quelle sera la caractéristique et la qualité de ce que j'obtiendrai ultérieurement. Cette année-ci, en revanche, a été très très problématique. Très problématique. Alors, comme je le signalais, je ne suis pas encore en production, donc je n'avais pas trop de difficultés à perdre du raisin, mais ici, il n'y a plus tout l'été. Ça veut dire une exubérance de la pousse, de la végétation, mais pas seulement des vignes, qu'il faut travailler 2 fois plus, mais également des mauvaises herbes et même de l'herbe. Par comparaison, l'été dernier, j'avais début juillet une herbe courte, jaunie et sèche, sur laquelle j'ai plus dû intervenir.
Cette saison-ci, j'intervenais à la tonte, puisque c'est de l'enherbement à jetons. 3 jours après, elle avait repris la taille qu'elle avait avant mon intervention. Donc, je pense que ça illustre bien la dépendance qu'on peut avoir par rapport au climat et le travail que ça engendre. Et donc, naturellement, sur la vigne aussi. Puisque on ne le sait pas assez souvent, mais le travail dans la vigne, ce n'est pas de faire en sorte que la plante se développe et croisse, c'est l'inverse. Il faut la maîtriser, la vigne. Il faut empêcher, c'est un peu comme une liane ou une glycine, ceux qui connaissent ça, il faut l'empêcher de se développer et d'aller partout. Si on la laisse libre, elle fait n'importe quoi, elle pousse de manière complètement exubérante, et nous, notre objectif, c'est de la maîtriser sa croissance et concentrer son développement sur la fortification de son bois, de son pied, c'est ce qui me concerne pour le moment, en période de formation, et ultérieurement sur la production de fruits. Parce que si on la laisse se développer de manière exubérante, le fruit sera mauvais. Il pourra être nombreux, mais il ne sera pas bon. La concentration n'ira pas dans la grappe. Et donc tout le boulot, c'est celui-là. Donc c'est tailler en hiver, tailler en printemps, tailler en été, épamprer, ébourgeonner. Voilà, c'est ça le travail de la vigne. Ici, je vais avoir du vin qui aura la caractéristique du sol sur lequel pousse la vigne. Le sol, il est limon-sable essentiellement, donc c'est un sol prédestiné pour les cultures agricoles et horticoles diverses, les vergers, etc. Alors évidemment, le cépage choisi ne s'est pas fait au hasard. Il fallait tenir compte de ce type de sol. Il fallait tenir compte aussi du climat. Et donc, il faut s'orienter vers des cépages qui sont résistants à l'humidité et aux maladies liées à l'humidité, essentiellement les champignons. Si vous venez au domaine du Krayenberg à Bersel, et je vous y invite évidemment, vous verrez que, et ça en étonne souvent plus d'un qui découvre les vignobles belges, on fait pousser la vigne très haut. On met des palissages métalliques ou en bois qui montent jusqu'à 2 mètres. Donc c'est pas la même configuration que dans d'autres régions viticoles. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on les éloigne du sol. Ici, on a un grand espacement entre les vignes pour éviter toute contamination avec l'humidité ou avec le froid. J'ai mis 4 cépages, des interspécifiques dont le nom va peut-être vous paraître un petit peu barbare, sauf pour ceux qui sont déjà initiés. C'est du Johanniter, du Bronner, du Souvigné gris et du Muscaris. Le Muscaris, on peut très vite comprendre d'où il vient, quel est son croisement. C'est donc un raisin qui va donner un vin beaucoup plus fleuri, mais c'est un raisin qui est sucré. Et le Souvigné gris, lui, est un raisin qui est plus sur des arômes d'agrumes, mais également fleuris. En revanche, le Johanniter et le Bronner sont des raisins qui vont donner un vin beaucoup plus sur la fraîcheur, sur l'acidité. Et donc, l'assemblage de ces raisins-là va donner exactement ce qu'on attend d'un champagne. La fraîcheur, la vivacité, l'acidité avec les cépages, avec 2 des 4 cépages, le Johanniter et le Bronner, et la dimension agrumée et fleurie via le Souvigné gris essentiellement. Le muscat, je pense que je vais continuer à l'utiliser. Enfin, je ne l'ai pas encore vendangé celui-là parce que je n'en avais pas eu assez. Je pense que je vais en faire du vin tranquille. Il faut savoir que c'est évidemment plus complexe de faire du champagne. Hein. C'est plus long, il y a un processus, il y a un délai avant la production qui est beaucoup plus long, puis il y a des étapes supplémentaires évidemment. Petite parenthèse, en Flandre, ils ont commencé beaucoup plus tôt. Ils sont très grands consommateurs et très grands amateurs de champagne. Et donc, eux ont planté les mêmes cépages qu'en Champagne. Donc, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Avec les caractéristiques que l'on connaît, ils ne sont pas résistants à l'humidité, etc. Passons. Ils utilisent la même méthode, les mêmes cépages, ils n'ont juste pas le même sol. Mais donc, ils font du champagne. Mais ils ne peuvent pas l'appeler du champagne. Moi, je vais faire, pour le moment, sur une récolte 2020, une petite centaine de bouteilles
qui sont en seconde fermentation, en prise de mousse. Au mois de mars 2022, je vais les faire dégorger et j'aurai un vin effervescent. Donc de mousseux. De champagne, en fait. Parce que même si on a l'appellation uniquement autorisée en Champagne, sauf en Russie où Poutine a décidé que ce qu'il produisait, c'était aussi du champagne, mais que ceux qui venaient de France ne pouvaient plus s'appeler champagne, bon... Soit la méthode est la même. Les cépages utilisés ici ne sont pas les mêmes, mais la méthode champenoise est traditionnelle. Le vin tranquille que j'ai fait, une vingtaine de bouteilles, pas plus, lui a des caractéristiques que l'on peut retrouver dans le Sauvignon blanc. Voilà. C'est un vin frais, sec. Je fais aussi ce que j'aime, hein. Je ne vais pas faire des choses que... Voilà, moi, les vins plus doux, etc., c'est pas vraiment ma préférence, donc je vais plutôt m'orienter vers ce genre de vin-là. La maison est au milieu des vignes. C'est un élément déterminant dans le choix de l'activité que nous avons fait. D'abord, il y a un petit espace de vie, c'est un sujet de discussion, mais finalement, il y a un argument qui l'a emporté de ne pas faire venir les vignes jusque devant la porte de la maison. Donc on a évidemment préservé un lieu de vie, un cadre de vie, donc le jardin avec un verger. C'est vrai qu'on a décidé de laisser des vieux pommiers qui étaient là depuis longtemps et qui donnaient très bien, et puis une petite diversité d'arbres qui est intéressante autour de la maison. Et puis, dans un second cercle, les vignes. 3 parcelles différentes, une au nord, une au sud, une à l'ouest. Et un gain de temps phénoménal. Il faut savoir que le travail dans la vigne, c'est chronophage. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Et toute l'année. Si par exemple j'ai une insomnie à 5h du matin, je me lève et je vais travailler dans la vigne. À la belle saison, hein, entendons-nous. Si j'oublie un outil, c'est pas un problème. Je ne dois pas reprendre ma voiture, aller le rechercher, etc. Et donc, en termes organisationnels, c'est très facile. Ça veut dire que le soir, je ne dois pas me poser la question, est-ce que je prends ma voiture, est-ce que je fais 20 minutes ou un quart d'heure de trajet, est-ce que je mets en place ? Non. Je mets mes chaussures, je vais dehors et je vais travailler. C'est une gestion du temps qui est vraiment très très appréciable. Ça fait évidemment intégralement partie du concept bio. Pourquoi ? C'est très simple. Malgré tout, on est tous égoïstes. J'habite au milieu de mes vignes, je ne vais pas, moi, aller taper des produits nocifs dans mon cadre de vie. Donc, évidemment que j'y suis terriblement sensible. Alors, je ne dis pas que ceux dont la parcelle est très loin de chez eux n'ont pas ce raisonnement, mais en tout cas, je ne dois même pas, moi, me faire ce raisonnement et ce calcul. Il est naturel, donc bio. Ça, c'est fondamental. Et puis aussi, je vois immédiatement s'il y a un souci à la vigne ou pas, puisque passer dedans, je peux le faire tous les jours. Je peux le faire tous les jours, et ça me prend un quart d'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes et qui est en train de changer maintenant ? C'est qu'auparavant, on a proposé aux agriculteurs de manière générale, on leur dit, écoutez, voilà, utilisez tel produit, ça va vous faciliter la vie. Passez dans vos vignes avec tel produit. Pendant 6 mois, vous êtes tranquille. Donc évidemment, ils le font. Je viens de détailler maintenant les heures de travail que j'ai dû consacrer à aller tondre. Voilà. Mais à partir du moment où on fait un choix bio, on ne fait pas ce choix-là. Et donc on met de l'herbe. Alors l'herbe a plusieurs avantages. Dans les climats humides comme ceci, elle permet de consommer l'eau qu'il y a dans le sol. Par opposition à des climats plus au sud, où finalement la vigne risque quand même de se retrouver dans des stress hydriques, donc des manques d'eau. À ce moment-là, elle ne peut pas avoir de concurrence, avoir autour d'elle des plantes qui viennent pomper l'eau dont elle a besoin. Et donc on nettoie ces terrains-là, on enlève tous les risques de concurrence, et ça implique aussi l'utilisation
d'herbicides, ou en tout cas d'intervention. Ceci dit, ils ne sont pas obligés d'utiliser l'herbicide, ils peuvent passer avec la charrue régulièrement, etc. Mais tout ça pour illustrer que oui, à un moment donné, on proposait ça comme étant une solution de facilité qui engendrait moins de travail. Et c'est vrai, ça engendrait moins de travail. Donc on peut tout à fait comprendre ceux qui ont fait ce choix-là, et je pense pour la plupart de bonne foi, parce que c'est comme ça qu'on leur présentait les choses. Aujourd'hui, on est dans une sensibilité tout à fait différente par rapport à ce genre de procédé. Donc il y a évidemment plusieurs facteurs qui déterminent le choix de l'enherbement. Le climat, comme je viens de l'expliquer, le choix biologique, et il y a d'autres paramètres, notamment pour le gel, par exemple, en cas de gel tardif, qui arrive, on l'a eu ici au mois d'avril, ça permet aussi de garder une certaine chaleur au sol, qui n'est pas la même que celle d'un sol nu. Donc voilà, en gros, très schématiquement, les éléments qui peuvent déterminer le choix d'un enherbement ou d'un non-enherbement. Finalement, qu'est-ce que c'est le bio ? C'est la question de la quantité de ce qu'on met. On parle souvent des sulfites dans le vin, par exemple. Ça, c'est pas pour le traitement de la vigne, c'est pour le traitement du vin, le travail du vin. Mais je prends cet exemple-là parce qu'il est connu. En soi, le sulfite, de toute façon, il y en a déjà à l'état naturel dans le vin, donc, et on en trouve dans les aliments, dans les fruits secs, etc. Donc ça n'est pas nocif, mais c'est l'excès qui confère des caractéristiques nuisibles à la consommation. Je suis encore en stade de formation, puisque j'ai planté en 2019, et pas encore en stade de production. La production, je le serai vraisemblablement cette année, en 2022. J'ai plutôt laissé faire les choses, parce que je ne suis pas dans une optique de rentabilité maximale, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas notre seule source de revenus. Que c'est 1,5 hectare pour le moment avec 5200 pieds, que c'est une activité complémentaire et c'est assez confortable parce que ça me permet, comme je l'ai fait cette année, de me dire non, le raisin n'est pas bon, je ne vais pas en faire quelque chose. Il est malade, eh bien les choses sont ce qu'elles sont et la nature est ce qu'elle est. On arrive avec ce résultat, c'est une mauvaise année, tant pis, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais tant pis, c'est comme ça, on lisse, c'est un travail de très grande ampleur, l'année passée était très très bonne, cette année était mauvaise, l'année suivante sera certainement meilleure. Je fais du step by step, je suis loin d'être le seul à fonctionner comme ça. J'ai anticipé l'organisation de la vendange. Il faut avoir ses cuves avant, évidemment, bien avant. Là, pour le moment, j'en ai 2 de 500 litres et 2 de 100 litres dans mon garage, à la Steve Jobs. Donc, voilà, pour le moment, c'est comme ça que j'ai fait. Il faut aussi commander, il faut que les pièces arrivent, etc. Et on ne peut pas se permettre, au moment où le raisin arrive à maturité, parce que la période de maturité du raisin, c'est-à-dire quand le taux de sucre est suffisant, quand l'acidité n'est pas trop élevée, c'est une semaine. Donc, sur une semaine, il faut intervenir, il faut frapper le coup de la vendange, il faut que tout soit prêt. Donc pour le moment, je peux me débrouiller avec du petit matériel, parce que c'est ce que j'ai fait à la première vendange. Donc une cuve de 200 litres, comme il y a de plus en plus, et c'est l'avantage de vignobles qui se développent en Belgique, c'est aussi facile de dire, tu peux me prêter ta presse, tu peux me prêter ton égrappoir pour ma première vendange, tu peux venir le faire avec moi, etc. Ceux qui sont venus m'aider se reconnaîtront et je les en remercie encore une fois. Mais donc, à ce stade, oui, c'est tout à fait faisable de le faire chez soi. Après, il faudra avoir des choses de plus grande envergure. Pour le stock, pour la vinification, pour la conservation des bouteilles, par exemple d'effervescent. Et si j'en ai 80, je joue dans ma cave. En plus, c'est pas possible. J'ai pas l'infrastructure nécessaire pour pouvoir le faire. On va tourner sur 1,5 hectare, 5200 pieds, à 13 à 15 000 bouteilles annuelles. Oui. Évidemment, comme on le fait pour les coopératives en France, comme il y a de plus en plus de vignobles en Belgique, il est aussi possible d'aller livrer sa récolte à un endroit où on vinifie. Alors, c'est pas mon scénario idéal, encore une fois, puisque j'aimerais bien faire tout de A à Z, mais en même temps, nécessité fait loi. Et en l'occurrence, je ne peux pas du jour au lendemain ici faire surgir un chai avec tous les équipements utiles et nécessaires. Voilà.
qu'il y a d'intéressant avec le développement du vin en Belgique, le secteur viticole en tant que tel qui se développe, des magasins de vente de produits destinés à la vigne et à la vinification. On ne doit plus courir en Champagne ou en Alsace pour en trouver. Des œnologues, il y a des gens qui recherchent les levures qui seraient les plus adéquates avec les cépages que l'on plante ici. Et donc tout ça génère une dynamique économique et qui est évidemment pour nous profitable parce que ça permet d'améliorer le boulot. Donc quand je parlais tout à l'heure d'un vin belge qui certes était très bon et qui gagnait en réputation, on va même pouvoir aller dans un développement qualitatif grâce à ces recherches qui sont opérées pour le moment. C'est aussi une dimension qui est intéressante dans la vigne, c'est-à-dire que tout est exploitable. Je pensais par exemple à un entrepreneur qui s'était lancé ici en Belgique dans la récolte des sarments pour faire des sacs à barbecue. La pulpe de raisin, on peut aussi la réutiliser pour faire des grappas ou des ratafias. Hein. Tout est exploitable. Même les déchets qui résultent du processus de vinification, on peut encore en faire quelque chose. Et l'huile de pépins de raisin aussi, évidemment. Mais donc, si, et c'est bien mon objectif futur, on veut développer le raisonnement jusqu'au bout, on peut tout utiliser. C'est le même raisonnement que je fais avec les abeilles qui sont mises ici. Il va y avoir du miel, mais il y a aussi la cire d'abeille qui peut être utilisable. Donc voilà, c'est dans ce processus-là que ça s'inscrit aussi. Mais encore une fois, step by step. D'abord, je récolte le raisin, après on développe... Voilà, c'est une longue haleine, mais c'est un projet avec des perspectives qui s'étalent sur plusieurs années. La vendange est évidemment un moment extrêmement important et c'est aussi l'occasion de faire la fête. Alors la première année, j'ai pas pu faire la fête en proposant ma propre production puisque j'en ai pas encore. Ça nous a quand même permis de pouvoir déguster et découvrir des vins qui étaient produits ici dans la région. Mais pour les vendanges qui suivront, c'est clair qu'à ce moment-là, moi je mettrai à table mon propre vin et ce sera un véritable plaisir. Donc voilà, à bon entendeur. Ça, c'est toute la dimension, toute la dimension fort agréable de ce genre d'exercice, mais qui ne se limite pas à la vendange. Il y a des tas d'autres moments au sein du domaine. Et d'ailleurs, au beau jour, ça a moins été possible cet été, mais la porte du domaine est ouverte. Comme elle est sur un lieu de promenade, les gens sont déjà venus goûter la petite production que j'avais en cuve et ils s'arrêtent. Et voilà, je ne suis pas encore en commercialisation. Mais évidemment, tout ça permettra de créer une dynamique avec ceux qui passent ici, et qui entrent et qui découvrent le vignoble et qui découvrent la façon de faire le vin, et puis qu'ils le goûtent et qu'ils l'emmènent. Il y a des gens qui ont déjà occupé l'endroit ici dans les villes pour faire des fêtes, pour faire des photos, pour faire des... voilà. Donc c'est très multifonctionnel hein, comme endroit, mais centré autour de l'activité du vin. Et c'est vrai qu'en plus de ça, des vignes sur le coteau ici, c'est très très beau. Et donc, voilà, profiter de l'endroit est aussi un vrai plaisir, que ce soit au printemps, en été ou en automne. J'ai ici une surface de 1,5 hectare et je pense que c'est important de signaler que ce choix n'a pas été fait par hasard. Il a été fait pour avoir une surface suffisamment importante pour me donner du grain à moudre, c'est-à-dire évaluer correctement quelle était la difficulté. Je pense que si j'avais choisi moins d'un demi-hectare, j'aurais eu une très mauvaise idée du temps qu'il faut y consacrer, de l'énergie qu'il faut y consacrer, des moyens qu'il faut y consacrer. Et si j'avais commencé immédiatement par 2,5 hectares, sans doute que j'aurais été noyé par la quantité de travail. Donc, j'ai essayé de choisir un truc à la limite du point de rupture, mais suffisamment quand même pour me faire un peu suer et me donner une idée claire de ce que c'était,
sans faire trop de folie. Parce que j'ai encore ici, il y a 1,5 hectare qui est utilisé pour le moment, il y a une surface totale de 6 hectares. Tout n'est pas exploitable, puisque plus on descend vers la Seine, plus on est dans des zones brumeuses qui ne sont pas conseillées, ou des choses qui sont plus en vallée, ou des zones sur lesquelles il y a trop d'eau, puisqu'il y a un ruisseau, on est proche de la Seine. Mais néanmoins, il me reste la possibilité aussi de développer des plantations ultérieures. Donc oui, j'ai un objectif d'agrandissement qui n'est pas là pour tout de suite, qui est là, je pense, à partir du moment où je serai où la première phase sera en mode en vitesse de croisière. À ce moment-là, je pourrais envisager de m'étendre, parce que oui, c'est mon objectif de me retrouver, pas de manière excessive, hein, je n'entends pas faire un grand domaine, mais si j'ai mes 3 à 4 hectares, je pense que je serai très content. Ça me permettra d'avoir une diversité de production et une quantité suffisante pour, faire en sorte que mon vin puisse se retrouver dans la région et pas forcément au-delà. Je ne pense pas que je vais faire appel, mon objectif n'est pas de faire appel à de la distribution, etc., de manière excessive. Vraiment, idéalement, alors je ne pense pas que ce sera totalement réalisable, mais si je peux écouler ma production et faire en sorte que l'Horeca, qui est ici dans les environs, que je connais et qui savent que j'existe ici, puis puissent l'écouler, je serais très très heureux. Oui, c'est un produit régional aussi. Du vin aux portes de Bruxelles, une production Little Tower. Merci à Laurent Demarque du domaine du Kruyenberg pour sa disponibilité et ses explications. Merci également à Michael Marc pour ses bons conseils. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner à notre chaîne Little Tower Podcast.